Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ensemble, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Au sommaire, ce vendredi 3 juillet. Les écologistes ont remporté de grandes villes au niveau national au terme de ces élections. Dans les Yvelines aussi, on observe une poussée verte. Nous en discutons avec David Jutier, candidat Europe Écologie Les Verts, arrivé second à Rambouillet lors des municipales. Un nouveau maire à Trappes mettant fin à 19 ans de mandat de Guy Malandin, la Verrière qui bascule à droite et le Rassemblement national qui perd sa seule commune d'Île-de-France. Nous reviendrons sur ces élections municipales dans les Yvelines. Le nettoyage de la décharge sauvage de Carrière-sous-Poissy, un point sur vos vacances qui commencent ce vendredi, et le tout premier meeting d'athlétisme des Yvelines post-confinement. Vous retrouverez ce qui a marqué l'actualité dans notre département, comme chaque semaine. C'est l'une des conclusions de ces élections municipales, une réelle percée verte au niveau national. Des listes écologistes ont même emporté des villes bastions de la droite comme Annecy et Bordeaux. Dans les Yvelines aussi, les idées vertes se sont imposées dans la campagne. Il était rare de voir des programmes qui ne parlaient pas d'environnement et l'on retrouvait de nombreux candidats écologistes. David Jutier, vous êtes co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous meniez également une liste à Rambouillet et que vous êtes arrivé second derrière Véronique Matillon, issue de la majorité sortante. Vous obtenez 6 élus au conseil municipal et 3 au conseil communautaire. Alors tout d'abord, que retenez-vous de ces élections municipales, alors, à Rambouillet bien sûr, mais aussi dans le reste du département ? Globalement, effectivement, c'est ce que vous disiez il y a quelques secondes. On constate une percée très importante dans les urnes des idées et des programmes écologistes. C'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Je pense qu'on avait déjà gagné une forme de bataille culturelle. Une grande partie de la population avait pris conscience de l'urgence écologique, de l'urgence sociale. Et puis, on a su ces dernières années construire des projets qui étaient crédibles, qui étaient globaux, qui contenaient toutes les problématiques, pas uniquement purement environnementales, qui répondent aux besoins des gens. Et la bascule est en train de se faire entre cette prise de conscience massive dans la population et le vote. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous permet de nous ancrer aujourd'hui dans les territoires, alors que jusqu'à présent, nous étions principalement présents au niveau des régions, au niveau de l'Europe. Et cet ancrage territorial, il est très important parce qu'il va nous permettre de prouver que concrètement, localement, l'écologie réelle, ça fonctionne. On avait déjà quelques exemples de villes. Je pense à Arcueil en Île-de-France, dans les Yvelines à Mézy ou à Évêquemont par exemple. Évidemment, la ville emblématique de Grenoble, nous sommes implantés depuis maintenant 6 ans et qui a fait la démonstration de la pertinence de l'écologie au niveau local. Et donc, désormais, c'est à nous de montrer et de faire la preuve que localement et à une très grande échelle, les programmes écologiques fonctionnent, pas simplement pour l'environnement, mais aussi pour le social, pour la démocratie locale. Alors Andrézy, pour ces élections 2020, a un nouveau maire écologiste aussi. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir ? Mais bien entendu qu'il pourrait y en avoir d'autres. Vous avez rappelé qu'à Rambouillet, on est arrivé second, avec un très petit nombre de voix d'écart sur la candidate de droite soutenue par Gérard Larcher, Véronique Matillon. On fait de très beaux scores dans un grand nombre de villes. Donc évidemment qu'on va continuer à travailler. Les Yvelines sont une terre de droite depuis plusieurs décennies. C'est effectivement encore long comme chemin. C'est compliqué de faire changer les habitudes de vote de personnes qui depuis très longtemps sont habituées à voter pour la même couleur politique, même si profondément, beaucoup de personnes qui sont ancrées à droite ont une conscience écologique. Elles ont simplement pas encore fait ce geste électoral de voter pour des listes écologistes. Et ce que l'on espère, c'est que justement, localement, à Andrézy, vous l'avez dit dans les Yvelines, mais à Colombes, où un maire écologique, Patrick Chaïmovic, remporte la ville, nous allons faire la démonstration que un maire écolo, c'est un maire qui se préoccupe de tous les sujets, qui est le maire de l'ensemble des habitants et habitantes de sa ville, et que c'est pas une révolution, un changement brutal. Nous, ce que l'on prône, c'est la transition écologique. Elle est urgente, il faut la faire rapidement, mais on la fait
quand on est aux responsabilités, en concertation et pour le bien du territoire. Donc je pense que cette vague verte, elle va continuer à déferler au cours des prochaines élections pour le plus grand bien de l'ensemble des territoires. Alors les municipales, c'est aussi un jeu souvent de soutien, d'alliance. On a vu que Europe Écologie Les Verts soutenait souvent des candidats de gauche. Je donne l'exemple par exemple à Trappes, avec le soutien à Ali Rabet. C'est aussi une façon d'avoir des victoires. Est-ce que c'est une stratégie qu'Europe Écologie doit conserver pour la suite ? Alors d'abord, je tiens à féliciter Ali Rabet pour son très beau score et on lui souhaite évidemment une bonne prise de fonction. C'est formidable ce qui vient de se produire à Trappes où on a vu que un maire de gauche entre guillemets avait finalement choisi un soutien de La République En Marche qui est clairement aujourd'hui positionné plutôt à droite. Et ces étiquettes, ce clivage gauche-droite, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on n'est pas les écologistes là pour reconstruire la gauche ou pour faire battre la droite. On est là pour porter notre projet, qui est un projet écologique, qui est un projet social, qui est un projet démocratique. Donc, quand on a des modes de scrutin qui sont aussi injustes, on peut le dire, que les scrutins municipaux où la liste qui arrive en tête rafle tout. Prenez l'exemple de Rambouillet, Véronique Matillon 47%, nous 37% finalement. Tous les postes vont à la liste de Véronique Matillon. On est évidemment obligé de nouer des alliances. Et ces alliances, on les noue pas en fonction de l'étiquette de gauche de listes avec lesquelles on peut s'allier, mais vraiment avec la crédibilité et avec le programme des personnes et des listes avec lesquelles on souhaite se réunir. Alors si j'évoque un peu la suite, le prochain scrutin, c'est les départementales. Est-ce que Europe Écologie compte jouer un rôle dans ces élections-là ? Les prochains scrutins, ce sont les départementales et les régionales qui vont avoir lieu le 31 mars prochain ensemble. Évidemment, Europe Écologie Les Verts et d'une manière générale, tous les écologistes ont un rôle déterminant à jouer dans ces élections parce que les départements, c'est avant tout l'action sociale et évidemment, nous sommes très attachés à la solidarité et au social qui figurent en bonne place dans tous nos programmes. Et puis, les régionales, bien entendu, ce sont des élections qui sont beaucoup plus favorables en général à la représentation démocratique et donc à la présence des écologistes puisque c'est une élection à la proportionnelle avec une prime majoritaire de 25%, mais c'est quand même la proportionnelle qui est majoritaire. Et la région a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans l'amélioration des transports, dans la transition de l'agriculture. Et aujourd'hui, Valérie Pécresse, à la région Île-de-France, applique une politique qui est l'héritière des politiques d'urbanisation, de développement économique irréfléchi et du tout-croissance déraisonné, issu des années 70 et 80. Donc oui, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer dans ces élections et nous serons bien entendu présents. On arrive à la fin de cet entretien. Merci David Juthier d'être venu sur le plateau virtuellement. Donc, je le rappelle, vous êtes co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. On reste dans les municipales, on en parlait justement. À Trappes, la liste de l'ex-adjoint Ali Rabet l'a emportée devant celle de l'élu d'opposition Othman Nasrou et celle du maire sortant Guy Malandin. Ce dernier cède son fauteuil 19 ans après son élection. Les détails avec Grégory Canalet. Trappes aura bientôt un nouveau maire dans ce second tour où c'était une triangulaire qui était proposée aux électeurs. La liste conduite par Ali Rabet remporte le scrutin. Et la gauche unie pour que Trappes respire, soutenue par Génération, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et tout récemment le Parti socialiste totalise 40,4% des votes. Un grand sentiment de fierté parce que les trappistes à plus de 40% ont choisi de porter la liste de la gauche unie pour que Trappes respire. Et également un sentiment de responsabilité parce que je suis élu dans un contexte particulier, celui de la crise du coronavirus qui frappe encore notre pays. Et il y a besoin ici plus qu'ailleurs de solidarité, de services publics, d'engagement de la part des fonctionnaires, de la part des associations de la ville. Et nous disposons ici de grandes énergies, de grandes forces vives. Ma responsabilité sera de les mobiliser. L'ancien adjoint et membre de la majorité s'était présenté face à Guy Malandin, maire sortant en lice pour un 4e mandat, soutenu par La République En Marche et lâché entre les deux tours par le Parti socialiste. La tête de liste pour Trappes, la gauche qui agit, se classe en 3e position avec un score de 22,4%. Élu en 2001, Guy Malandin passe donc la main après 19 ans à la tête de la municipalité et n'a pas décidé encore s'il siégera dans l'opposition. Je garde le souvenir d'avoir fait
d'avoir fait au mieux. Rien n'est parfait, il y a toujours des choses à faire. Je ne me vois pas passer le bâton du relais de la course à pied comme ça à quelqu'un que j'ai invité avec son copain Hamon, là, que j'ai invité à venir dans l'équipe pour terminer par une trahison tout simplement. Distancé de 10 points au premier tour, Othman Nasrou, lui, arrive à la deuxième place avec 37,18% des suffrages, mais avec un écart qui s'est resserré, 161 voix entre sa liste engagement Trappes Citoyen et celle d'Ali Rabeh. En duo avec Mustapha Larbaoui pour le scrutin, il envisage de déposer un recours suite aux résultats de ce second tour. Nous avons fait, le chemin que nous devions faire pour proposer aux trappistes une autre alternative que l'élection de M. Rabeh, parce que je considère que ce serait totalement catastrophique pour Trappes. Je le dis et j'en parle au conditionnel, puisque au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin, au regard des attaques personnelles, des méthodes qui ont été employées, nous envisageons de déposer un recours. A noter que la participation est en hausse à Trappes, 38,25%, soit à 4 points en plus par rapport au premier tour. Conseil d'installation prévu ce vendredi 3 juillet à 19h en mairie. La commune de La Verrière a basculé à droite, une perte historique pour la gauche. Cette commune, bastion communiste depuis 1977. Nicolas Dainville a remporté ce second tour avec plus de 47% des voix, devançant la maire sortante PCF Nelly Dutu, Nicolas Dandry. C'est un scrutin historique pour la commune de La Verrière, un basculement à droite pour cette ville communiste depuis 1977. Le candidat d'hiver droite Nicolas Dainville remporte ses élections municipales 2020 avec 47,52% des suffrages. Une victoire de justesse avec 58 voix d'avance sur Nelly Dutu. Une grande joie, une grande responsabilité, un grand honneur. On a envie avec l'équipe de faire des belles choses pour cette ville de La Verrière, de lui impulser une nouvelle dynamique. Et c'est très important qu'on se mette au travail dès demain pour agir sur l'emploi, sur l'éducation, sur la sécurité, sur le cadre de vie. Dans cette triangulaire du second tour, la gauche partait divisée. D'un côté, la maire sortante communiste Nelly Dutu, élue en 2016 suite à la démission d'Alain Hajaj. De l'autre, Jean-Yves Blé, son premier adjoint qui, en 2019, crée un groupe au sein de la majorité avec plusieurs élus sur fond de désaccord. Unis dans ce scrutin, la gauche aurait pu l'emporter. Dommage peut-être qu'il y ait eu division à gauche et qui. Je pense que si on additionne au premier tour les voix de Monsieur Blé et les miennes, on passe au premier tour. Donc un petit peu compliqué cette division, mais bon, voilà. Je suis pas sûre que les mesures que vont prendre Monsieur Dainville soient dans l'intérêt des Verriérois. Donc à chaque fois que les intérêts seront menacés, Monsieur Dainville va nous trouver sur sa route. On a plus d'une fois essayé de tendre la main à Madame Dutu. Madame Dutu ne l'a jamais rendue. Finalement, je crois que la rupture, peut-être elle s'opère au départ de Monsieur Hajaj, finalement. On a constitué une équipe, là, prêt à être à l'écoute de Monsieur Dainville et à attendre de lui qu'il nous écoute également. Le conseil municipal d'installation de La Verrière aura lieu ce samedi 4 juillet à 10h au centre culturel du Scarabée. Nouveau maire également du côté de Mantes-la-Ville, Samy Damergy a été élu avec 55,85% des voix avec une liste sans étiquette, l'Union pour Mantes-la-Ville. Dans ce scrutin où 2 listes qualifiées au second tour se sont retirées, il devance le maire sortant Cyril Naute qui totalise 44,15% des suffrages avec Rassemblement pour Mantes-la-Ville. Le Rassemblement national perd donc sa seule commune en Île-de-France conquise lors du scrutin de 2014. Écoutez les réactions des candidats, celles du vainqueur Samy Damergy et puis du maire sortant battu, Cyril Naute. Je suis très heureux parce que c'est une liste citoyenne qui remporte face au Rassemblement national. Une liste qui a été aidée par aucun parti, sur lesquels aussi le report de voix très mitigé des partis qui étaient de gauche qui se sont retirés. Donc c'est vraiment une liste qui mérite cette victoire à elle seule. J'espérais que l'éventuel report des voix de gauche ne soit pas aussi important. Malheureusement pour moi en tout cas, cela a été le cas. Et il n'y a pas eu de surcroît de mobilisation des abstentionnistes du premier tour. Il y a à peine 2% de plus de participation, ce qui est assez faible. Le duel, tout le monde le savait, c'était la configuration la moins favorable pour moi. Ces 2 désistements, effectivement, ont sans doute provoqué cette défaite. Dans une triangulaire, je pense que j'aurais eu mes chances pour l'emporter.
Autre réaction à vous proposer sur ce résultat de Mantes-la-Ville, celle de responsables politiques du département, la déléguée du Rassemblement national dans les Yvelines, Mathilde Androuet, et celle du président du département, Pierre Bédier, qui s'est impliqué personnellement dans la campagne en appelant à voter pour Samy Damergy. Et créer la dynamique. Donc tout est bien qui finit bien et ça a été une construction collective. Et pour un récapitulatif complet de ces élections municipales, n'hésitez pas à revoir notre édition spéciale du lundi 29 juin en replay sur notre site internet. Vous pouvez également retrouver le Club de la Presse ce week-end qui revient avec pour invité Aurore Berger. On ferme cette page politique et on passe au reste de l'actualité. La première phase du nettoyage de la décharge sauvage à Carrières-sous-Poissy a commencé en janvier dernier. Toutes les parties prenantes de cette opération ont fait un point sur la situation lundi. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Opération nettoyage de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy, une première phase lancée au mois de janvier 2020 avec déjà 65% de l'amas collecté. Spécialisée dans le recyclage des matériaux, l'entreprise Pichetta, filiale du groupe Colas, est chargée de trier et revaloriser les déchets, notamment avec cette plateforme de tri. Dans la plaine, on va effectuer un premier tri, ce qui va nous permettre de séparer les gros éléments, donc tout ce qui est là, qui ne va pas pouvoir être valorisé. La partie 30-80, donc c'est ce tapis-là, sur lequel on a installé un aspirateur, donc qui va aspirer les éléments légers. Ensuite, le reste passe sur le tapis central, tombe dans le banc de tri. Donc à l'intérieur de la cabine, il y a un tapis principal, 4 personnes qui sont, 2 et 2 de chaque côté, et qui vont trier. Le département a sélectionné 3 entreprises dans le cadre de cette opération, avec une mission de surveillance et de pose de clôture pour protéger cet espace, un investissement d'1,5 million d'euros de l'État et du conseil départemental. Vous avez là la démonstration que quand il y a coordination et volonté de la part des acteurs publics, lorsqu'ils y mettent les moyens, ils arrivent à des résultats spectaculaires. Nous voulions voir le résultat du travail collectif de divers acteurs publics et privés. Je parle des entreprises et d'acteurs publics, c'est le conseil départemental, la communauté urbaine, l'EPAMSA, qui est un établissement public de l'État, je le rappelle, et l'État. Tout à l'heure, le président a prononcé le chiffre de 800 000 € que nous devons à l'engagement du préfet de région Île-de-France. Une deuxième phase de nettoyage va être lancée au mois d'août 2020. Objectif, dépolluer 75% de la plaine de déchets d'ici à la fin de l'année. Un projet d'aménagement d'un espace naturel protégé en cours de réflexion est prévu une fois la dépollution terminée. Une opération tout de même freinée par la découverte de 900 tonnes d'amiante, obligeant les équipes à réorganiser l'espace pour sécuriser le périmètre. 600 tonnes du matériau toxique ont déjà été évacuées par une entreprise spécialisée. Les vacances scolaires débutent ce vendredi et dès mercredi, nous nous posions la question « Où vont partir les Yvelinois ?» Mélanie Poquet et Mathilde Demilly y ont répondu. Je souhaiterais partir sur Budapest, oui. Si c'est possible. Oui, ça l'est. Cette Saint-Quentinoise programme ses prochaines vacances, un voyage plutôt en octobre, mais surtout sans sortir de l'Europe. On voyage pas mal, surtout mon mari, mais je connais pas Budapest et c'est un rêve d'y aller depuis très longtemps. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans et on aimerait bien le faire. Dans cette agence Sinimontaine, les demandes ont été réduites. Emmanuel vend un voyage par jour. À la même époque, l'année dernière, 2 à 3 séjours étaient réservés quotidiennement. Et pour l'été, la tendance va plutôt à l'Hexagone. Beaucoup nous disent je ne veux pas partir en dehors de la France parce que si jamais on doit être reconfiné, on ne veut pas être confiné à la destination. Et d'autant plus d'avoir à payer les frais que ça engendrerait de rester bloqué dans un pays étranger. Le Mali, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Un voyage hors d'Europe encore compliqué. Dès le 1er juillet, les Français peuvent se déplacer en dehors de l'Union européenne, à condition que l'épidémie soit maîtrisée dans le pays souhaité. Pour cette agence versaillaise, 150 voyages ont été annulés depuis le confinement. Même là, des gens qui devaient partir le 3 juillet, je viens d'avoir une annulation de vol pour la Guadeloupe. Donc vraiment, on n'a aucune certitude et c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'on ne peut pas les rassurer. Ça se comprend qu'ils ont envie de partir, mais nous, on n'a pas plus d'informations, malheureusement. Selon les entreprises du voyage, cette année, 87% des Français projettent de partir en vacances en France et 13% à l'étranger. Lors des années précédentes, ils étaient plus de 30% à quitter l'Hexagone.
Mercredi soir, c'était l'un des premiers rendez-vous d'athlétisme en France post-déconfinement. Le club local de Versailles a organisé un grand meeting réunissant près de 200 sportifs en obtenant les autorisations à la dernière minute. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Les organismes ont souffert pour cette reprise, mais les sourires étaient sur toutes les lèvres. Après plusieurs mois d'attente, l'Union athlétique de Versailles a organisé ce mercredi 1er juillet l'un des tout premiers meetings d'athlétisme en France post-confinement. Au total, 200 sportifs venus des Yvelines et de la région ont répondu présents. Le retour à la piste, c'est énorme, c'est cool. Premier sentier de toute la saison, ça pique, ça fait un peu mal aux genoux, mais le retour à la piste, c'est énorme, je trouve, et ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre les compétitions parce que, on avait repris les entraînements, mais l'esprit de compétition, ça me manquait un peu. L'esprit de compétition, de motivation et tout. Il y a du monde et puis on voit le résultat de l'entraînement. Le rendez-vous a été validé à la toute dernière minute par les instances. L'autorisation finale a été donnée à 13h le jour même. Les organisateurs ont dû répondre au contexte sanitaire du moment. Il fallait respecter les gestes barrières, avoir les autorisations de la préfecture, de la ville de Versailles, de la direction départementale de la cohésion sociale. Donc ça a été un véritable parcours. On a limité le meeting à 200 personnes environ, pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le stade et en respectant tout un parcours pour rentrer sur le stade et sortir du stade. Le club d'athlétisme espère maintenant pouvoir organiser d'autres meetings d'ici la fin de l'année 2020, une compétition de lancer notamment à l'étude. 50 propositions pour une nouvelle génération de la décentralisation. Elles ont été remises jeudi à Emmanuel Macron par le président du Sénat et sénateur des Yvelines, Gérard Larcher. Elles sont le fruit d'un groupe de travail de parlementaires issus de tous les groupes politiques du Sénat. L'objectif, replacer les collectivités territoriales au centre du pays. Les propositions préconisent plus de souplesse, d'autonomie et de pouvoir de décision aux régions, départements et maires. Moins de discours, plus de proximité, a même demandé Gérard Larcher dans une conférence de presse. Écoutez ce que nous disait à ce propos Sophie Primas, sénatrice des Yvelines dès dimanche soir, lors de notre direct spécial pour la soirée électorale. Le Sénat, dans les jours qui viennent, et par la voix évidemment de son président, qui est yvelinois, Gérard Larcher, nous allons présenter un plan de décentralisation, déconcentration de l'État. Nous pensons vraiment que c'est une des leçons de la crise du Covid, mais c'est une des leçons sur laquelle nous travaillions depuis longtemps. Depuis la crise des Gilets jaunes, on sent bien que cette notion de proximité, cette notion de capacité à répondre de façon plus proche sur le terrain et plus agile et plus réactive et plus facile est un des éléments de la restructuration de notre paysage politique. Donc, dès la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, Gérard Larcher fera une proposition au président de la République sur une proposition de loi sur la décentralisation et la déconcentration de l'État. C'est, je pense, un élément majeur pour la suite. Pour votre rubrique Ça s'est passé, nous partons en décembre 2002, le mois durant lequel le sida devient une pandémie. Apparue au début des années 80, la maladie touche plus de 26 millions de personnes dans le monde en 2000. Ce dimanche 1er décembre a eu lieu la 15e journée mondiale de lutte contre le sida. 15 années de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine qui tue encore. Selon l'Institut national de veille sanitaire, l'Île-de-France est une des régions françaises la plus touchée. En 2001, 2,3 cas étaient décelés pour 1000 habitants. Je me rends compte que la maladie qu'on croyait en voie de, non pas de disparition bien entendu, mais de diminution, est en train de prendre un nouvel essor. Sur les Yvelines, selon l'INVS, entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002, 21 cas de sida ont été notifiés, ce qui porte à 1159 cas cumulés depuis 1978. Le centre de dépistage anonyme et gratuit, implanté à l'Institut de promotion de la santé, à Trappes depuis janvier 2002, a déjà accueilli 460 personnes à la fin du mois d'octobre. Si la population venant faire le test est plutôt hétéroclite, les médecins observent une présence accrue des jeunes. Les rapports entre eux sont extrêmement fréquents. Il y a
peu, je dirais, de gens qui ont des relations suivies avec la même personne. La jeunesse, je dirais, qui a 20 ans à l'heure actuelle, c'est essentiellement elle qui a oublié qu'il fallait faire attention. Le profil des populations contaminées évolue. Les personnes hétérosexuelles sont aujourd'hui davantage touchées. D'autre part, certaines communautés sont particulièrement exposées. Un des principaux foyers infectieux aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une vraie réalité de l'épidémie dans cette communauté-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était d'abord de changer le déni dans cette communauté en fierté de se mobiliser. L'association Aide s'est installée à l'IPS depuis le mois d'octobre dernier pour se rapprocher des populations à risque, souvent en situation de précarité. Si la baisse de vigilance est aujourd'hui l'une des causes de la progression de la maladie en France, l'accès généralisé aux traitements thérapeutiques y participe largement. La quadrithérapie et la trithérapie, on va le dire dans ce sens-là, sont des traitements qui ne soignent pas, ne sont pas curatifs pour la maladie, mais qui essentiellement retardent l'apparition de cette maladie. Ces traitements ont des effets secondaires lourds, les gens n'en ont pas forcément conscience. Il est donc important de rappeler que la prévention est la meilleure des solutions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez votre actualité locale dès lundi avec le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV78.